lui a dit que j'allais parler des répercussions de la Commune de Paris sur l'Alsace, je vais plutôt parler du rapport, puisque de l'Alsace et de la Commune de Paris. Ah, Charles, il y a de la place. Donc, oui, et sur quelque chose sur lequel, qu'est-ce qui s'est passé, et notamment sur quelque chose qui est tout à fait méconnu, c'est qu'il y a un très grand nombre d'Alsaciens, enfin, un nombre significatif d'Alsaciens qui participent à la commune de Paris. Donc, certains vont être déportés, d'ailleurs, comme le François Camille Cros, qui a publié des mémoires. Ça s'appelle d'ailleurs Mémoires amères déportés en Nouvelle-Calédonie. Alors, effectivement, il y a déjà, dans les dates de la commune, évidemment, il y a une proximité immédiate, puisque c'est presque au lendemain de l'annexion. Donc, le principe de l'annexion d'Alsace a été arrêté, qu'éclate la commune de Paris, et sur une base qui est aussi patriotique, c'est-à-dire contre la capitulation du gouvernement à Francfort. C'est avec une convergence. Bon, et puis des choses anecdotiques, par exemple le régiment du 9e cuirassier qui s'est battu glorieusement à Reichshofen était un mois avant, ou presque jour pour jour, le 9 juin, il est la bataille de Frechevillers, ça doit être le 9 août, non, le 6 août, le 9 juin, le 9 juin, le 9e cuirassier de Belfort était à Mulhouse pour réprimer l'une des plus grosses grèves qu'ait connue la France jusqu'à cette date-là. Donc c'est l'insurrection du 18 mars, c'est une insurrection provoquée par la décision d'arracher à la ville de Paris, à la garde nationale, ces canons, c'est-à-dire c'est le symbole effectivement de l'abandon par la France du combat et de toute résistance. D'ailleurs, l'une des figures alsaciennes, il y en a quelques-unes, qui est Gérardin, qui est le seul élu à la commune de Paris qui vient de Lancer, ou Saint-Louis, qui est le seul élu de la commune d'origine alsacienne, explique devant une assemblée générale des citoyens de province, le 1er mai 71, si nous avons une espérance, c'est que nous nous rappelons que cette province a payé un large tribut à la France et à la République, et si nous pouvons avoir une espérance certaine de régénération, c'est dans la commune que nous en trouverons la réalisation. Soutenons donc la commune et nous y trouverons de la liberté entière, la libération de l'Alsace et de la Lorraine, livrée si misérablement par les lâches qui siègent à Versailles. Et tout au long des 70 jours de la commune, il y a des manifestations spontanées du peuple de Paris à la statue de Strasbourg sur la place de la Concorde, là, juste à gauche, dans l'hôtel de la Marine, c'est à gauche. Jusqu'au dernier jour de la commune, la place de la Concorde fut un lieu de pèlerinage où de simples gens chargés de brasser le lilas remplaçaient les gerbes de fleurs flétries ornant la statue de Strasbourg. Pour vénérer l'Alsace et la Lorraine perdues, des ouvriers venus des quartiers périphériques mettaient leurs habits du dimanche. Donc il y a une sensibilité, une convergence de sensibilité dans une conjoncture historique précise entre Paris et l'Alsace liée à l'annexion de l'Alsace et la Lorraine. Ils vont se constituer d'ailleurs un certain nombre de groupements qui vont participer, alors sous des formes comme par exemple la constitution immédiatement d'une ligue
de la délivrance des Alsaciens et des Lorrains. Cette Ligue de la délivrance des Alsaciens et Lorrains est assez intéressante puisque elle se bat pour que les Alsaciens et les Lorrains restent en Alsace ou reviennent en Alsace. Son objectif, et elle organise une... Voilà, on ne sait pas avec quel succès, certainement avec peu de succès, mais notamment les Alsaciens qui voulaient revenir en Alsace, c'était un peu compliqué, même au niveau des transports. Donc il y a un secours matériel qui est accordé à ceux qui veulent, parce qu'il faut rester en Alsace et en Lorraine à un poste d'honneur et y perpétuer le souvenir de la France. Il y a aussi, deuxième, c'est Cluseret, le premier chef militaire de la commune qui, à un moment, prend une décision, c'est d'exempter les Alsaciens lorrains du service, de l'obligation du service dans la garde nationale, parce qu'ils ne peuvent plus être considérés comme nationaux. Et cette affiche dénonce violemment cette prise de position de Cluseret. Les citoyens de Paris qui ont protesté le 31 octobre et le 22 janvier contre la trahison des uns et l'incapacité des autres, qui le 18 mars ont chassé le honteux gouvernement de M. Thiers, protestent aujourd'hui au nom de tous les peuples trop longtemps opprimés contre l'asservissement et le despotisme. Voilà pourquoi les Alsaciens et les Lorrains continueront à combattre aux côtés de leurs frères de Paris. Et ensuite, il y a un troisième épisode qui est peut-être moins glorieux ou plus controversé, c'est celui de il y a même une légion alsacienne-lorraine qui se met en place, qui essaye de regrouper des Alsaciens et Lorrains pour participer à la défense de Paris contre les Versaillais, mais qui est sous le contrôle de Jacques Vest, qui est un Alsacien, qui va devenir colonel de cette colonne, mais bon, avec une certaine ambiguïté, puisque dans un premier temps, il a offert ses services aux Versaillais. Et puis ensuite, les Versaillais l'ayant envoyé promener, le trouvant un peu suspect, et lui, il a constitué sa propre brigade, Légion d'Alsace-Lorraine, et qui est l'une des seules légions et des troupes combattantes de la commune qui est d'une certaine manière, dont un certain nombre de participants vont abandonner très vite le combat, notamment pendant la semaine sanglante. Cette fameuse légion de Vest va disparaître. Je parle sous le contrôle du seul spécialiste de cette période dans la salle, c'est-à-dire Freddy Val, qui a travaillé sur cette période. Je peux vous poser une question? Hein? Je peux vous poser une question? Oui. Le traité de Francfort, il est à quelle année, en quel mois exactement? Non, c'est... Non, mais il y a les préliminaires qui ont déjà été signés, c'est ça, Félix? C'est ça, oui. Les préliminaires qui ont été signés à Francfort de paix qui prévoient l'abandon de l'Alsace et de la Lorraine et qui ont été ratifiés par le Parlement à Bordeaux. Hein, c'est qui donne lieu à la fameuse protestation. Oui, alors attends, pour la protestation, c'est pas oui, contre enfin, l'Allemagne. des députés. C'est contre la France, contre oui, c'est ça. Oui. Pas contre l'Allemagne. Non, pas contre l'Allemagne, bien sûr. C'est contre l'abandon par le Parlement français et par la France, par le gouvernement français de l'Alsace et de la Lorraine, pour que ce soit clair. Et ça, c'est le traité de Francfort qui l'a établi, non? C'est les préliminaires de Francfort. Ensuite, c'est signé et ratifié le 10 mai. Le 10 mai, c'est ça? C'est ça, oui. Mais c'était acquis déjà avant, largement. Et la commune a démarré avant? 18, après les préliminaires, oui, après les préliminaires de paix. On sait déjà que l'Alsace et la Lorraine seront rattachés à l'Allemagne. D'accord. Les préliminaires, c'est quelle date? Je crois que pour moi, c'est début mars. Oui, c'est ça. Je n'ai plus la date exacte. C'est début mars 71 et la commune, c'est le 18 mars, démarre le 18 mars. C'est le moment où Thiers est obligé de se retirer de la ville de Paris à la suite d'une insurrection provoquée par le projet d'amener les canons
à Versailles. Voilà. Donc il y a une convergence. Bon, symboliquement, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est une capitulation et une protestation contre la capitulation du gouvernement français par rapport à la guerre, dans la guerre franco-allemande et de sa faillite. C'est clair maintenant? Ça, c'était le premier point que je voulais aborder. Le deuxième, c'est sur l'importance le nombre d'Alsaciens qui vont participer à la commune, dont on connaît le nombre grâce à c'est un nombre très approximatif dans la mesure où ça ne concerne, c'est des statistiques qui sont dressées à partir de ceux qui ont été poursuivis et qui ont été condamnés. C'est un travail qui avait été fait en 1974. Je crois que Frédéric avait participé déjà au colloque sur les libertés rénales, c'est ça? À Mulhouse. À Mulhouse, oui, en 1974, où Roland Beyer, qui était, je pense, maître assistant maître de conf à Mulhouse, et qui avait rédigé un article, enfin fait une communication extrêmement substantielle en utilisant systématiquement les notices du Métron, qui est le dictionnaire du mouvement ouvrier français, qui faisait une large place, et c'était l'un de ses objectifs, puisque l'objectif de Métron, c'était de faire place aux anonymes. Et donc, il y avait un très grand nombre de figures, enfin, de façon systématique, le Métron s'était engagé dans le recensement du maximum de combattants de la commune. Et la principale source pour ces notices, c'était les condamnations et les procès. Il y en a immédiatement, il y a énormément de massacrés, mais ceux-là, ils ne sont pas comptés. Il y en a énormément qui sont... Et ensuite, c'est souvent relativement tardif, de façon assez tardive, 71, 72, 73, il y a encore des condamnations, par exemple, à la déportation. Voilà, donc c'est des chiffres qui sont sous-estimés, et c'est, encore une fois, c'est, comment dire, travail, oui, c'est juste comme ça pour évoquer la commune de Paris et de l'Alsace, puisque ça pose plein de questions que je vais essayer. Donc, maintenant, au-delà de ce que Beyer avait utilisé le Métron. Aujourd'hui, on a une nouvelle publication, qui est une publication en ligne de Jean-Claude Farcy sur la répression de la commune, où il recense, où il a pu faire une exploration beaucoup plus systématique des fonds existants, et on passe de 200, il y avait 200 notices d'Alsaciens dans le Métron. Aujourd'hui, dans Farcy, il y en a, on est à 732 pour la seule Alsace. Avec juste quelque chose, et je n'ai pas du tout regardé cette partie du dossier. Si on prend la Moselle, ça devient un chiffre, on explose les chiffres, et c'est bizarre, puisque dans l'historiographie récente et dans les publications récentes, je n'ai strictement rien trouvé. Il y a, pour la seule Moselle, il y a 904, c'est-à-dire plus que l'Alsace, 904 communards condamnés. C'est un chiffre considérable. Habituellement, on considérait que c'était quel département qui donnait le plus de communards? La Creuse. Hein? Mais la Creuse est seulement à 862. Donc la Moselle a un plus grand nombre de personnes qui participent ou qui sont condamnées au cours de la commune de Paris, ce qui nécessiterait effectivement un travail de pourquoi cette surreprésentation des Mosellans qui peut apparaître tout à fait curieuse et surprenante. Alors sur ces 425 d'après Farcy, 425 pour le Bas-Rhin, 307 pour le Haut-Rhin, avec ce qui est intéressant, la première, c'est une surreprésentation quand même des villes, contrairement à ce que pensait ou ce que mettait en évidence Beyer.
bon, sur la base d'un calcul très grossier, j'ai à peu près 63% d'urbain pour le Bas-Rhin et 58% d'urbain pour le Haut-Rhin. Les grosses concentrations, ce sont quand même dans les villes et pas... Alors, il faut faire très attention, et c'est la difficulté, comment dire, de ce que je présente, c'est des natifs, hein, natifs d'Alsace. Si on regarde dans tous les dossiers, ils apparaissent comme vivant à Paris, avec un vrai problème, puisqu'on ne sait pas si, s'ils y étaient juste occasionnellement, c'était leur adresse en quelque sorte officielle, et si, par exemple, l'année d'avant, ils vivaient en Alsace, ou s'ils y étaient depuis plus longtemps. Quand on commence à regarder le dossier, il y a quelques premières choses qui m'ont frappé, c'est que, en général, c'est quand même des Alsaciens qui sont établis à Paris depuis pas mal de temps. Enfin, c'est pas un établissement récent. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont migré à Paris. Alors on sait que c'est la période du maximum démographique en Alsace, que c'est la période de très forte émigration. Et avec un deuxième élément sur Paris, c'est il y a beaucoup d'anciens militaires. Il y a des gens qui ont fait de longues périodes, 6 ans ou 12 ans dans l'armée. C'est-à-dire c'est des gens qui ont racheté à des fils de bourgeois qui avaient été tirés au sort pour faire leur service militaire comme remplaçants et qui ensuite sont restés à Paris parce qu'il y avait, en Alsace, il n'y avait pas tellement de boulot, peut-être que la vie était plus agréable. En tous les cas, une fois démobilisés, ils ont le choix de rester à Paris. Là, c'est une émigration, donc avec juste cette médiation militaire, je ne sais pas si ça joue par exemple pour la Creuse, c'est une question qu'on peut se poser si parmi les Creusois, il y a beaucoup d'anciens militaires, remplaçants, qui ont été soldats, qui sont restés à Paris. Il y a d'autres récits sur l'émigration sur Paris. Donc c'est clair, donc souvent. Et alors, ça se traduit par quelque chose. C'est une question que posait Beyer qui était extrêmement intéressante. On s'aperçoit que parmi les combattants de la Commune, il y a une importance plus grande des officiers et des sous-officiers que la moyenne nationale. Ce qui peut s'expliquer par le fait qu'on a affaire à des gens qui ont déjà une certaine expérience militaire et que dans une armée qui est en partie une armée de volontaires, on a besoin de personnes qui ayant un peu l'expérience de la guerre pour encadrer les volontaires. C'est une pure hypothèse, ça demanderait à être vérifié. Mais par exemple, c'est exactement le cas de François-Camille Cros. François-Camille Cros, lui il n'était pas remplaçant, il était engagé volontaire, il a fait 6 ans d'armée, puis ensuite il est revenu un temps en Alsace et après il est reparti à Paris où il travaillait comme comptable. Voilà. Donc c'est clair. Donc on a des personnes qui participent à la commune dont on peut retrouver la trace sont en général, me semble-t-il, mais c'est pure hypothèse, encore à vérifier, il faudrait creuser dans les archives, installés de longue date, enfin depuis un certain temps à Paris. Alors après ça renvoie aussi à l'âge, c'est plutôt des jeunes, c'est pas ils sont trentenaires ou quarantenaires, et ensuite voilà pour la moyenne d'âge. Donc c'est des gens qui sont quand ils sont condamnés, ils déclarent tous et poursuivis, ils ont tous un métier. Ils sont tous bien installés avec une adresse, etc. Et puis avec des profils qui ressemblent à celles des prolétaires parisiens, c'est-à-dire par exemple il y a des taux de concubinage extrêmement importants. Ils ne se marient pas nécessairement, situation relativement précaire, mais il y en a beaucoup qui sont en concubinage avec l'enfant, mais sans mariage, ce qui pose
parce qu'il pose aussi toute une série, ce qui n'est pas le cas de François Camille Cros. Oui, alors après, sur les professions, c'est aussi extrêmement... les professions, c'est... Alors là, Beyer gauchit un peu les statistiques, puisque, a priori, il considère que tous ceux qui se déclarent, par exemple, menuisiers, travaillant dans les métaux, sont des ouvriers. Mais c'est des ouvriers qui travaillent en général dans de toutes petites entreprises, dans des entreprises artisanales. C'est, par exemple, il y a énormément de taille. Oui, c'est la différence, disons, entre l'artisan et l'ouvrier, c'est pas l'ouvrier de la grande, disons, de la grande industrie qui démarre seulement à Paris. C'est plutôt des ouvriers artisanaux, hein, comme catégorie, avec surreprésentation, mais là, c'est de la catégorie des cordonniers. Par exemple, j'ai fait tout à l'heure le calcul sur l'Alsace, sur le Bas-Rhin, par exemple, sur les 425, il y a 27 cordonniers, ce qui est quand même, ça fait 8%. Il y a 39 journaliers, 24 tailleurs. Si on ajoute les cordonniers et les tailleurs, ça fait quand même un pourcentage relativement important. Alors on sait que dans tous ces mouvements révolutionnaires, il y a deux catégories qui sont prépondérantes. Ce sont les cordonniers, et c'est une vieille tradition. Alors, il n'y a pas eu d'études approfondies finalement pour les raisons pour lesquelles les cordonniers étaient aussi investis dans la lutte révolutionnaire. On disait que c'était parce qu'ils avaient, ils étaient en contact permanent avec les habitants qui venaient faire réparer leurs chaussures, que la cordonnerie fonctionnait souvent comme un lieu de discussion, d'échange et de débat. Mais par exemple, en 1948, eh bien, à Strasbourg, il y avait l'une des figures du mouvement révolutionnaire de 1948, Bansept, qui était cordonnier. D'ailleurs, les adversaires du mouvement moquaient en disant c'est Bansept, démocratie, c'est comment on peut avoir un élu qui est cordonnier. Et si on revient à la Révolution française, il y a le fameux cordonnier Jung qui fait partie des soutiens de loge Schneider. Et c'est une caractéristique qu'on ne retrouve pas seulement en France, on la retrouve en Allemagne, on la retrouve en Angleterre, on la retrouve en Espagne, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des mouvements révolutionnaires, il y a un rôle extrêmement important joué par les cordonniers. Oui, j'ai beaucoup de temps encore? Non. Oui, sur les... Oui, j'ai dit sur les officiers, sur les motivations. Là aussi, peu d'éléments. Bon, c'est... il y a quelque chose quand même qui apparaît quand il y a des déclarations. Là, je vais vous lire deux déclarations qui sont intéressantes, qu'on peut relever dans les actes des procès. Théodore Rio, qui vient d'Aubernay, qui est né à Aubernay, dit, et qui était employé, combattant de la barricade du 11e arrondissement, déclare au Conseil de guerre qu'il a servi la commune parce qu'on avait vendu son pays. Le Louis Selle, tailleur à Haute-Marseille, lui, artilleur de la commune, que c'est pour venger son pays qui avait été trahi. Et il pose des défendre, il dit c'est mon patron qui me dit que la France avait été trahie. Mais comment dire, il y a une forte motivation nationale. Pour Cros, c'est à peu près même motivation, avec cependant aussi, attachement à la France, mais avec une import. Et c'est quelque chose, d'intéressant sur le degré d'intégration de couches populaires d'un pays. Alors, il ne faut pas oublier qu'ils ont été, pour nombre d'entre eux, militaires pendant au moins 6 ans, et pour d'autres, pendant 12 ans. C'est certainement un élément qui joue, dans leur intégration. Mais ce qui est très intéressant dans le témoignage de François Camille Cros, c'est, et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il a été très lourdement condamné, lorsque en 72 ou 73,
La police est venue perquisitionner à la suite d'une dénonciation. Il était gérant d'une entreprise de scierie de marbre. Il a été dénoncé comme ancien communard, alors qu'il était reparti en Alsace après la semaine sanglante. Il avait recommencé à travailler en Alsace, il était revenu à Paris en 72 et il est arrêté en 73. Et on trouve dans ses papiers une petite brochure, les idées d'un démocrate alsacien dédié à ses enfants et à la génération future. Il y a aussi, comment dire, et là c'est profondément enraciné, cette idée de démocratie et, oui, démocratie sociale. Autre citation, si je la retrouve tout de suite, de Cros, ce que j'ai fait, alors là c'est une lettre à son père. Hein, il envoie une lettre à son père pour se justifier, puisque ce n'était pas du tout bien vu d'être communard. Les communards, c'était des bandits, des voleurs, des assassins. J'aurai l'occasion... pour les Versaillais. Pour tout le monde. C'était la propagande, c'était le discours de Mina, on verra tout à l'heure, sur la réception des... Mais peut-être pas pour les Alsaciens. Hein? Peut-être pas pour les Alsaciens. Comment? Peut-être pas pour les Alsaciens. Ça, c'est à discuter encore, oui. Au revoir. Ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour pour mon sol natal et par conviction. Je l'ai fait pour arriver à amener à un meilleur sort pour cette masse que l'on appelle les ouvriers. Nos ennemis nous ont vaincus, tant pis pour nous, mais au moins cette lutte sanglante qui a duré 71 jours n'aura pas été inutile à la cause du peuple, car elle a voulu d'abord l'anéantissement de tous les projets de restauration monarchique en France et la proclamation définitive de la République. Ensuite, les franchises municipales de Paris, qui a toujours été maintenue jusque-là sous la tutelle gouvernementale. Donc il y a une idée que c'est aussi une lutte pour la République, pour une autre forme de gouvernement qui est au moins très présente chez ceux qui ont alors formé, les plus formés. Là-dessus, j'ai aucun indice sur la formation. Cros, c'est intéressant puisque lui, il a fait l'école jusqu'à 13 ans, qui maîtrise parfaitement la langue française. Son ouvrage est entièrement écrit en français. C'est-à-dire, c'est un ouvrier, autodidacte, qui s'est cultivé à travers son parcours. Oui. Oui, vous faites une allusion à la République, ça fait plaisir, parce que pour l'instant, vous n'en aviez pas parlé. Ah, ben oui. Et surtout que la commune, pour que j'en sais, elle a contesté le nouveau régime dit républicain, tout ce qui était proclamé le 4 septembre par l'homme honorable Adolphe Thiers. Quand vous connaissez un peu son histoire et sa versatilité historique et son parcours, y compris en 70 lors de la déclaration de guerre, eh bien, il y avait pas la commune contestait justement ce régime qu'elle ne considérait pas comme légitime. Absolument. Et surtout qu'il faudra attendre 75 pour qu'elle soit reconnue la classe. C'est un problème politique de reconnaissance et de légitimité. Absolument. Voilà. Et le combat, c'est ce que dit très bien Cros, quand même, le combat est très long, puisque pour que la République soit définitivement établie et installée, il faut attendre la fin des années 60, et que c'est étroitement lié au combat, ce dont je ne parlerai pas, au combat pour l'amnistie des déportés en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire, oui, quelque part, c'est les premiers gouvernements vraiment républicains qui, quelque part, concèdent effectivement la libération des condamnés, les condamnations étaient souvent très lourdes, à la déportation en Nouvelle-Calédonie. Je rappelle, il y avait 4000 déportés communards en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Donc effectivement, cette convergence entre la lutte républicaine et la lutte des communards c'est un élément absolument central. Et que toute la première moitié des années 70, la question du rétablissement de la monarchie reste à l'ordre... Les monarchies constitutionnelles, hein, il l'a écrit dans ses mémoires. Hein. Voilà. C'était déjà un régime parlementaire et tout. Oui. Hein. La guerre a été déclarée par le Parlement, il ne faut pas l'oublier.
Tout à fait. Excusez-moi. Eh bien, je vous en prie, c'est le principe de table d'histoire. Parce qu'il y a c'est d'autres qui choses veulent communes, apporter c'est ça des... que je dis. On met tout sur le- Alors, ensuite, troisième point sur lequel, 4 points. Le premier, c'est, j'aurais peut-être dû insister plus sur effectivement le caractère républicain du combat des communards et de la mobilisation du peuple de Paris. Deuxième chose, donc, c'était sur la participation d'Alsaciens, d'Alsaciens qui se trouvaient alors à Paris pour la plus grande partie, pour l'essentiel, puisqu'ils sont établis en 70, 71, 72, ils ont une adresse, ils sont donc c'est pas des gens qui sont venus spontanément et qui pas sur le reste. Hein? Ça aurait été difficile. Oui, de toute façon, dans la conjoncture. Troisième point, c'est sur la réception. Autre aspect, bon, qui est plus, qui est encore moins souvent évoqué, c'est celui de la réception des réfugiés en Alsace. Il y a un certain nombre de réfugiés. On aurait pu imaginer qu'il y en ait beaucoup plus, mais la situation des réfugiés communards en Allemagne, on verra qu'elle était relativement complexe et pas nécessairement bienvenue. Et les communards en général ont privilégié deux pays, la Suisse, parce qu'elle était francophone, et la Belgique, et dans une moindre mesure l'Angleterre, puisque c'était à l'époque la patrie de tous les exilés, et qu'il y avait déjà énormément d'exilés. Donc il y a trois grands pôles, la Suisse, la Belgique et l'Angleterre. Allemagne, il y en a un peu moins, mais il y en a quelques-uns qui vont se retrouver en Allemagne, et donc aussi en Alsace. En Alsace, d'autant plus que quand on va de Bruxelles à Genève, par exemple, bien, on va passer par l'Alsace. C'est-à-dire que souvent, on est interdit ou exilé, interdit de séjour en France, donc naturellement, on va contourner et on passe par l'Alsace. Et il y a énormément de communards qui circulent entre l'Angleterre, la Belgique et la Suisse, qui passent par l'Alsace et en particulier passent par Strasbourg. C'est un itinéraire tout à fait classique. D'ailleurs, je reviendrai tout à l'heure. Témoignage, les communeux versent nombreux s'établir en Alsace, ils la tenaient pour française, elle était proche de Paris, pas un n'imaginait que l'exil devait durer 9 ou 10 ans. Et ils avaient des camarades, des amis, des relations. Et en particulier, autre témoignage, Strasbourg fut aussi pour les exilés dans leur élan un relais de voyage pour les proscrits qui allaient de Londres ou de Bruxelles à Genève et vice-versa. Ils trouvaient bon accueil auprès des vieux républicains et des protestataires d'Alsace. C'est-à-dire que il y a le mouvement protestataire, les républicains d'Alsace accueillent volontiers ces réfugiés ou leur donnent un coup de main aussi bien à Strasbourg qu'à Mulhouse. Tout à l'heure, je donnerai un exemple spectaculaire. Les premiers, n'oubliez pas que la plupart des exilés avaient été des adversaires déterminés de l'Empire, et les autres étaient d'autant plus portés à excuser la Commune qu'ils y voyaient une patriotique protestation contre une paix humiliante et l'abandon des deux provinces. La solidarité matérielle entre les exilés y était active, une caisse de secours alimentée par une vingtaine d'entre nous, c'est un témoignage de quelqu'un qui a séjourné à Strasbourg, qui travaillait, aidait en outre les camarades traversant Strasbourg à poursuivre leur voyage. Donc c'est un lieu de transit et il y a un certain nombre de réfugiés qui se sont installés, de communards qui se sont installés en Alsace. J'en ai recensé à partir des différents documents disponibles, mais c'est certainement un chiffre sous-estimé. Une dizaine à Mulhouse, une dizaine à Strasbourg et une douzaine même à Schiltigheim, enfin entre Schiltigheim et Strasbourg. Je vais expliquer pourquoi à Schiltigheim il y a concentration
communards. Il y a des profils, ces profils qui sont évidemment bien moins populaires que ceux de ceux qui ont participé à la commune, du gros des troupes et de ceux qui sont poursuivis et condamnés. En général, c'est plutôt des... Donc par exemple, là à Strasbourg, on a un illustrateur, Gaston Save, on a un conducteur de travaux, un typographe, un représentant en vin, un ouvrier fondeur en bronze, qui est un métier relativement qualifié, un représentant de commerce, un artiste peintre, un fabricant de verreries, ce sont plutôt des gens qui ont une certaine qualification. À Mulhouse, on a un ancien adjoint de Vallès, donc qui était dans la presse. Là, c'est des réfugiés alsaciens, puisque c'est le frère d'Auguste Lalance et un Thierry Mig, que je n'ai pas réussi à identifier de façon précise, mais c'est la grande dynastie des Mig. Il est médecin, il a été médecin de la commune, et après l'écrasement de la commune, il trouve refuge naturellement en Alsace. Il y a aussi le fameux Keller, ingénieur, qui a été l'un des figures de la première internationale, qui était directeur de filature à Villers. Un doreur sur bronze. Alors c'est un curieux personnage, je ne retrouve plus sa trace, alors qu'il il est mentionné comme procureur de la République pendant la commune de Paris. Donc, mais il n'y a pas de trace. Et un chanteur lyrique, Digard. Alors lui, là, c'est très drôle, il était chanteur lyrique, il est en exil, il se fait camelot, il confectionne des petits jouets montés sur des vélocipèdes, et il y a des petits bonhommes qui sont habillés en turco, c'est-à-dire qui ont participé à la fameuse bataille de Fröschwiller, qui a été l'une des principales troupes d'opposition à l'offensive des Allemands, et Digard les faisait tomber. Alors il y a eu protestation, il a été expulsé de Strasbourg, mais il s'est retrouvé ensuite à Mulhouse. Et puis ensuite, il y a aussi une douzaine de proscrits qui sont à Schiltigheim. Alors là, c'est une histoire tout à fait intéressante, puisque c'est 3 ouvriers extrêmement qualifiés qui ont participé au premier syndicat à Paris de mécaniciens. C'est, comment dire, l'aristocratie, ce qu'on appelle, oui, c'est l'aristocratie ouvrière, c'est des ouvriers extrêmement qualifiés, donc leur savoir-faire est très recherché, et ils trouvent facilement du travail dans la région, dans la banlieue de Francfort, à Bockenheim. Et ensuite, ils vont être recrutés justement à travers cette circulation incessante de communards. Ils vont être recrutés par un patron chilicois, Auguste, qui vient de lancer une entreprise de malterie. Et dans le cadre de cette entreprise de malterie, il a compris qu'il y avait nécessité, comment dire, de mécaniser les processus, et il avait, avant la guerre de 70, construit un petit atelier derrière son usine pour que des ouvriers puissent produire les machines nécessaires au développement de sa malterie. Cette première entreprise a été détruite pendant les bombardements de Strasbourg. Mais après 70, il va rechercher, à relancer son entreprise, et il va contacter ces ouvriers qui sont près de Francfort, donc, pour qu'ils viennent à Strasbourg pour relancer son entreprise de mécanique. Alors, c'est 3 figures importantes, c'est Avrial, Langevin et Touvenot, donc ces ouvriers très spécialisés qui sont des militants du syndicat des mécaniciens de la Seine, donc qui sont membres de l'association internationale
des travailleurs, c'est-à-dire de la première internationale, qui vont créer et développer cette entreprise en privilégiant l'embauche de communards. C'est-à-dire que cette petite usine va très rapidement prospérer, ça correspond à un besoin. L'industrie de la bière est en pleine expansion et entre 73 et 76, 73 ils s'installent à Strasbourg, en 76 ils sont expulsés de Strasbourg dans des conditions pas du tout claires, parce qu'on ne sait pas si c'est pour des raisons de police ou si c'est des raisons de concurrence, c'est-à-dire des gens qui trouvent que c'est une concurrence déloyale et qu'on va les dénoncer et faire campagne, une pression sur les autorités pour les expulser. Et ça va donner naissance à quoi? Mais il n'est pas là, monsieur Curie, je ne sais plus son nom, qui vient souvent aux ateliers d'histoire. Mais si, il y a un ancien ouvrier de chez Curie qui vient très régulièrement. Voilà. Ça va donner naissance ensuite à l'entreprise Curie. Hein, c'est-à-dire qui va basculer de la mécanique dans le froid, mais le froid est absolument indispensable à l'industrie brassicole et ça va être l'une des entreprises les plus dynamiques en France dans le domaine du froid. Alors, anecdote totale, évidemment cette entreprise fonctionne sur des règles, elle est en commandite, c'est-à-dire que les ouvriers apportent leur savoir-faire, le patron apporte le capital avec une gestion qu'on peut imaginer relativement démocratique, conforme aux positions, mais là c'est hypothèse, ça demanderait à être vérifié, ce qui n'était peut-être pas nécessairement bien vu par d'autres patrons. Ceci dit, malgré tout, quand ils sont expulsés donc en 76, au bout de 3 ans, l'entreprise a prospéré, ils sont passés de 3 à 30. Ils ont embauché de façon prioritaire des réfugiés, y compris des réfugiés qui n'avaient pas nécessairement tellement de compétences en mécanique, puisqu'ils vont recruter 2 journalistes, Rousset et Pin, qui sont des journalistes qui étaient dans l'opération, qui sont des évadés, les premiers évadés des bagnes de Nouvelle-Calédonie. C'est Rochefort, qui était aussi journaliste, l'une des grandes figures de l'opposition. Alors, il était républicain, ensuite il va devenir anti-Dreyfusard et glisser très à droite, mais il y a 5 des compagnons d'évasion de Rochefort qui vont s'agréger, disons, à ce groupe de mécaniciens hautement qualifiés. Dont le fameux Avrial. Avrial, ensuite, il va construire, c'est un inventeur né, et il va pas faire fortune d'ailleurs, mais il va mettre au point des machines à coudre révolutionnaires. D'ailleurs, il y a une superbe affiche, Avrial, les machines à coudre révolutionnaires. Ce qui donne bien, c'est, oui, une catégorie. Et alors, pardon, quelle est la raison de leur expulsion? Mais justement, leur expulsion, c'est pas du tout clair, c'est-à-dire qu'il y a une presse abondante. Ils sont là. Ils vont en Suisse. C'est le noyau dirigeant qui est expulsé, pas tous. Il y en a 5 ou 6 qui sont expulsés. C'est pas les 30. Il y en a qui restent en Alsace. Et ceux qui sont expulsés vont aller en Suisse. Tout près, de toute façon, il y a des relations. Ils ne vont pas aller chercher ailleurs en Allemagne. Alors les hypothèses, c'est effectivement, c'est dans une conjoncture de tension entre entre la France et opération de police, hygiène, ça c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est concurrence. Et qu'il y a des patrons strasbourgeois, des patrons alsaciens, des patrons qui se plaignent auprès, mais il n'y a pas de trace, qui se seraient plaints auprès des autorités policières et de l'Empire, qui aurait provoqué, avec quand même un phénomène qui est extrêmement intéressant, parce que immédiatement il y a une pétition qui part et qui est signée quand même par une 60aine de notables strasbourgeois, enfin de l'agglomération strasbourgeoise. Alors j'ai essayé, mais c'est un travail trop long, et c'est quelque chose, j'avais commencé à travailler quand on était confiné, donc c'était difficile d'aller vérifier
bon, et d'aller faire les recherches d'archives nécessaires. La plupart, on peut les identifier comme républicains, souvent francs-maçons, comme la colonne vertébrale, disons, de la protestation. C'est tous des gens bien établis dans la ville, patrons d'entreprise, membres de conseils prud'homaux, etc. C'est pas des ouvriers. Donc c'est voilà pour ce quelle est la position des autorités allemandes par rapport aux communards en général? Ils sont méfient quand même. Je pense je ne connais pas l'histoire justement de l'accueil des communards en Allemagne, mais ce qui apparaît à travers le dossier et des pièces qui sont relativement nombreuses, parce que une grande partie des sources qui permettent de faire l'histoire de ce qui a été appelé la petite commune de Schiltigheim, c'est un écrivain, journaliste, qui a fait une enquête extrêmement approfondie sur le destin des communards exilés. Et il est à Bruxelles, il y a une abondante correspondance avec une partie des protagonistes qui apportent un certain nombre d'éléments. Mais eux-mêmes sont extrêmement surpris d'être expulsés, puisque apparemment tout fonctionnait bien. C'est peut-être aussi juste un moment de tension entre le gouvernement français et le gouvernement allemand, ou le gouvernement allemand qui veut faire montrer sa bonne volonté et des positions, même si quelque part ça n'a aucune conséquence, puisque de toute façon ils peuvent pas venir en France, ils ne sont pas expulsés vers la France. À l'époque, je pense que d'ailleurs ça ne se faisait pas tellement, les reconductions, on était exilés politiques, il n'y avait pas de... Oui, c'est rare, les exilés politiques. Les demandes d'extradition. Oui, il n'y a pas, ça n'existe pas, c'est-à-dire... non, je ne crois pas. Freddy, tu penses qu'il y a des... c'est pas du tout dans les... C'est pas le monde d'aujourd'hui, quoi, où on est immédiatement extradé, quand c'est pas... Voilà, ça c'était sur l'épisode, donc... Et puis alors, voilà, juste, ça c'est le livre, l'auteur du livre s'appelle Descaves, donc il a écrit en étroite relation avec d'anciens communards, ça s'appelle Les Vieux de la Vieille. La petite commune chilicoise, voilà, c'est la petite commune chilicoise regroupée autour d'Abrial et compagnie, trouvèrent dans l'agglomération strasbourgeoise un écosystème accueillant. L'offre en capitale de Johann Clément Goetz témoigne de la bienveillance d'une partie de la population à l'égard des proscrits, y compris chez les patrons, partie prenante de l'opposition républicaine, bien implantée à Strasbourg. L'un des protagonistes, se remémorant ce moment, expliquait Descaves: j'ai gardé un bon souvenir de Strasbourg. Ce fut autrefois une ville libre. Elle eut son autonomie. C'est encore dans l'air. Strasbourg est une cité plantureuse, saine et cordiale, et le front élevé que lui fait son Münster. Il rayonne d'intelligence, comme ça, comme on disait, c'était le Münster, oui. Il aime... pardon. Il aime aussi l'Alsace en général, marquée par sa lecture, son témoin Germain Chatrian. Nous conserve la figure d'une Alsace que nous n'avons pas connue, dont nous ne parlons plus, mais qui n'en sont pas moins le bijou d'une famille par excellence. Donc il y a toute une mythologie, comment dire, oui, d'Alsace républicaine, d'Alsace française, qui est un puissant moteur, comment dire, dans la motivation de ces exilés quand ils viennent en Alsace. Ensuite, dernier point, je finis. Dernier point, c'est mémoire de la commune en Alsace. C'est aussi quelque chose de relativement intéressant, qui demanderait aussi à être approfondi, puisque, effectivement, en m'intéressant à la période, en Alsace, alors, c'est pas tout de suite, ça va prendre un certain temps, parce qu'il faut savoir que c'est 1902, paragraphe de la dictature, les organisations ouvrières, en particulier les organisations socialistes, sont de fait interdites en Alsace, donc la progression, comment dire, du mouvement socialiste se fait de façon extrêmement lente, mais de l'autre côté de la frontière, à partir de 1873, s'institue la commune, le rituel
des Märzfeier, des fêtes de mars. On fêtait à la fois le 18 mars 48 à Berlin, c'est l'insurrection de Berlin qui ferait les barricades, c'est le début de la révolution de 48 en Allemagne, et du 18 mars 71 de la Commune de Paris. Les deux dates, de façon symbolique, étaient amalgamées pour fêter ceux qui étaient tombés en mars. Les Märzgefallene, qui font l'objet d'un rituel, qui s'est implanté peu à peu, surtout à Berlin, où c'est tout à fait spectaculaire, avec sur le site du Volksgarten, qui était dans la partie est de Berlin, et il y avait des manifestations qui ont été instaurées sont imposées comme une tradition dans le mouvement ouvrier allemand, et il faut attendre effectivement la reconnaissance officielle du Parti socialiste, c'est-à-dire le début du XXe siècle, pour que ce rituel s'implante en Alsace. C'est-à-dire qu'à partir de 1902, on va commencer à organiser des fêtes de mars. Le mouvement socialiste à Strasbourg, notamment à Schiltigheim, à Bischheim, à Mulhouse, à Colmar, va célébrer les fêtes de mars. Alors, c'est des fêtes qui sont essentiellement culturelles, c'est, traditions culturelles, de culture républicaine et historique. On revendique les traditions démocratiques de l'Allemagne. Et alors, à l'origine, les fêtes de mars, dans le cadre du mouvement ouvrier international, devaient être internationales. Mais très vite, les Français ont laissé tomber. Dans un premier temps, il y avait accord avec les Français pour célébrer en même temps. En France, les fêtes de mars n'ont jamais été vraiment célébrées, et la commémoration de la Commune a été un élément très difficile. Et pour une raison bien simple, c'est qu'en 1873, ce n'était pas du tout l'opinion dominante, en tous les cas du point de vue politique. Les communards, c'était encore les assassins, les tueurs avec le couteau. Bon, il n'y avait pas de couteau entre les dents, mais je ne sais pas si vous avez entre les dents d'ailleurs. Voilà, c'était pas. Et ensuite, il y a eu une montée des nationalismes au sein de chacun des mouvements ouvriers, et le mouvement ouvrier français a abandonné l'idée d'une fête internationale le 18 mars pour honorer ceux qui ont célébré la Révolution. Mais donc, il faut, oui, Jean-Claude, est-ce que la commémoration de la Commune n'était pas rendue difficile à Strasbourg parce qu'il y avait surtout le souvenir du siège et de l'arrivée à la nage du préfet au moment de la proclamation de la République, des choses qui ont dû marquer les esprits beaucoup plus ici que la Commune. Ah, mais ça, au début. Non, après, oui, bien sûr, mais ça renvoie plutôt à la difficulté de construction du mouvement ouvrier en Alsace. Donc, et c'est seulement à travers, un phénomène d'acculturation à travers le mouvement ouvrier allemand et donc de construction du socialisme dans le cadre allemand que va s'imposer en Alsace le rituel des fêtes de mars. Et cordonnier allemand. Oui, absolument. Donc c'est seulement à partir du XXe siècle, et c'est des fêtes qu'on fait parce que ça se fait en Allemagne, et puis qu'il y a beaucoup de Badois, qui d'ailleurs, ces Badois étaient souvent j'ai regardé aussi un peu la presse social-démocrate, parmi ceux qui étaient le plus attachés au rituel des Märzfeier, puisque la révolution de 48 avait été particulièrement intense en Bade. Ils ont joué un rôle important, les ouvriers badois ont joué un rôle important dans la constitution du mouvement ouvrier alsacien, et ça explique, à partir du moment où il y a une plus grande liberté, qu'ils reprennent. Mais si on regarde la presse, c'est un moment important dans l'année, puisqu'en même temps, c'est une fête de printemps. Hein. C'est un aspect un peu, lié aux saisons, hein, qui marque la fin de l'hiver. Ça a une forte densité,
oui, de ce type-là, de renaissance. Hein. Derrière, c'est l'idée de la renaissance de la culture, la renaissance des traditions révolutionnaires, de l'actualité de la Révolution. C'est très très fort. Les journaux publient des suppléments spéciaux à ce moment-là, c'est-à-dire des cahiers supplémentaires qui sont vendus à part à l'occasion. Souvent, on fait les associations organisent des fêtes. C'est le 18 mars. C'est un moment dans le calendrier, comment dire, ouvrier, qui est un moment relativement important. Mais c'est surtout après le 18, de façon assez paradoxale, qu'on va voir s'imposer avec une très grande force le rituel en Alsace, le rituel des fêtes de mars. C'est-à-dire à partir du moment où le mouvement ouvrier alsacien se trouve de fait coupé du mouvement ouvrier allemand. On voit une plus grande mobilisation et de façon paradoxale, aussi bien de la part des sociodémocrates, du Parti socialiste, que du Parti communiste, avec une vraie concurrence d'ailleurs entre socialistes et communistes quant à celui qui réunira le plus de monde ou celui qui fêtera le mieux mars, alors que dans le mouvement ouvrier français, c'est quelque chose, et un rituel qui est complètement étranger. C'est-à-dire que paradoxalement, c'est quand l'Alsace redevient française que les fêtes de mars, la commémoration de la commune, derrière, eh bien, il y a des grands papiers dans tous les 18 mars. J'ai dépouillé tous les numéros de la Freie Presse, par exemple, pendant cette période. Il y a effectivement, alors là, on rattache, mais c'était aussi la culture du mouvement ouvrier allemand, on rattache les fêtes de mars à la Révolution allemande, aux révolutions de 48, mais aussi à la Révolution française. Ça, c'est la thèse classique de Marx, c'est-à-dire comme, comment dire, le mouvement ouvrier réalisant, ou comme aboutissement, comment dire, du mouvement révolutionnaire né avec la Révolution, française. Et il y a des mobilisations extrêmement importantes. Souvent, ce n'est pas une fête en soi politisée, mais c'est un moment de mobilisation. Ça se tend seulement quand il y a la crise autonomiste et surtout au moment du Front populaire où dérive, début de glissement du Parti communiste d'Alsace sur des positions pour une partie et la scission, où les scissionnistes font évidemment du KPO les fêtes de mars. Dans les premiers numéros, c'est 36, je crois que c'est 36, 37, et il y a ce sont des journalistes allemands émigrés, exilés à Strasbourg, qui publient le journal de Hubert, la Neue Welt, qui tiennent la Neue Welt, et naturellement, ils accordent une très grande place à ces fêtes de mars. Les fêtes de mars, ensuite, la dernière, 139, après-guerre, il n'y aura plus de fêtes de mars, c'est quelque chose qui disparaît complètement du paysage politique, dans la mémoire, ouvrière alsacienne. Avec juste peut-être un paradoxe, mais je ne devrais pas le dire, c'est que où va ressortir la référence à la commune de Paris? C'est l'OAS à Alger, en 61, qui dit notre combat, c'est celui des Alsaciens, c'est celui de la commune de Paris en défense de l'Alsace-Lorraine et du maintien de l'Alsace-Lorraine dans la France. J'ai trouvé ça tout à fait par hasard en travaillant sur les mémoires d'Algérie, les mémoires strasbourgeoises d'Algérie, qui expliquait, au-delà, que, alors ça renvoie un peu à votre interpellation peut-être, que c'est les marxistes qui avaient dévoyé la mémoire de la commune en faisant uniquement une référence ouvrière, alors que ça devrait être d'abord une référence patriotique. Et que c'est la raison pour laquelle, du fait de la vulgate marxiste, dans la tradition patriotique française, on avait perdu de vue cette référence à la commune. Il faut savoir, par ailleurs, que parmi les communards, les anciens dirigeants communards,
Il y en a un certain nombre qui ont glissé très vite à l'extrême droite, hein, qu'on a retrouvé dans le camp des boulangistes et ensuite dans le camp des anti-Dreyfusards. Hein, c'est une composante aussi importante. Il faut donner l'histoire dans toute sa complexité. Hein, par exemple, Rochefort, que j'ai cité, c'est la figure idéale, mais il y a des dizaines d'anciens hauts responsables, cadres de la commune qui ont ensuite glissé sur des positions d'extrême droite. Voilà. Comment est-ce qu'on explique l'élection de August Bebel à Strasbourg comme député? Parce qu'il est protestataire. Bebel, hein? August Bebel, c'est il proteste, Bebel. Le patron de Auguste Bebel. L'empereur de la social-démocratie. Oui, c'est ça. Pourquoi il est élu à Strasbourg? Parce qu'il s'est présenté. Il s'est présenté, mais oui, mais pourquoi les Strasbourgeois? C'était quand même un personnage illustre de la social-démocratie allemande. Beaucoup favorisé par le vote des oppositions. Oui, c'est ça. C'est-à-dire ceux qui protestaient contre l'annexion et l'intégration dans l'Empire allemand. C'était quand même un personnage mythique de la social-démocratie allemande, hein, de la gauche allemande. Pas encore. Ah, si. Ça, c'est le début du... Ah non, il était déjà... c'était un des fondateurs de la SPD, hein, je dirais. C'est celui le grand chef. Oui, c'était le chef, oui. C'était le chef. Oui, mais il se présente comme un bénéficiaire, effectivement, je vous le rappelle. Je n'ai pas utilisé le bon terme, c'est effectivement les autonomistes, ceux qui étaient contre... Mais Bebel n'était pas alsacien. Hein. Mais il n'était pas alsacien, mais c'était une revendication qui était pour lui une revendication démocratique. Et il présente à Metz, hein, donc je veux dire... non, mais c'est... je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, hein, sur le... Donc il est spécialiste du... Oui. Il y a une partie du vote... qui a voulu venir. Oui. De toute façon, ils sont présentés à plusieurs endroits parce que les candidatures multiples. Oui, c'est ça. Et après, il a choisi il était élu dans votre ville, c'est ça? Et il a choisi Strasbourg. Oui. Enfin, il faut qu'il soit élu, il faut qu'il y ait eu un mouvement socialiste. Non, c'était pas... Le mouvement socialiste était encore très faible, relativement faible quand il se présente à Strasbourg, Bebel. En 92, ça commençait. Ça commence, disons. On commence à voir, oui. Le mouvement socialiste commence à s'implanter aussi bien à Strasbourg qu'à Mulhouse, seulement dans les années, fin des années 80, début des années 90. Il y a une rupture extrêmement... en plus, pour le mouvement à Mulhouse, c'est extraordinaire de voir la rupture qu'introduit l'annexion dans la dynamique du mouvement ouvrier. C'est-à-dire le mouvement ouvrier vraiment cassé avec l'annexion. C'est un vide pendant... après, on ne va pas reprendre l'histoire de l'annexion ici, parce que ça pèse effectivement sur le... et puis de l'option aussi. Hein, l'option aussi décapite là, en partie le... Oui, mais... si par exemple Keller, il va à Nancy. Des Alsaciens implantés à Paris avant 70. Oui. Mais ils ont opté cela. Ils étaient obligés d'opter. Et on a toutes les listes dans le bulletin des lois de tous ces gens, leur lieu de naissance. Leur lieu de séjour. Donc, lieu de naissance, oui. Si tu regardes là, dans ces bulletins-là, tu trouves un tel habitant Paris, né à Richtersheim, je ne sais pas où. Donc par là, tu peux retrouver éventuellement tes communes. Oui, mais ça, j'ai pas fait. Non, mais c'est un travail de Romain. Quand on regarde un peu la Moselle... Ouais. Mais je ne connais pas la Moselle, ça m'intrigue. Le mouvement ouvrier, vu le bassin houiller qui est transfrontalier, déjà... Ça, c'est différent. Non, mais je veux dire, le mouvement ouvrier est déjà extrêmement implanté. C'est sans doute ce qui explique d'ailleurs le nombre de participations à la commune, c'est l'industrialisation de la Moselle. Je veux dire, les rapports entre la Sarre et la Moselle... Ça explique pas les 900 communards... non, je parle de l'industrialisation. Oui, mais ils étaient déjà dans un milieu ouvrier. J'ai regardé un peu, j'avais commencé à regarder sur la Lorraine, effectivement, c'est dans les zones industrielles qu'il y a de forts contingents de condamnés qui viennent des régions, en particulier du bassin, plus que du bassin
sidérurgique du bassin houiller. Puisque de toute façon, le bassin houiller était déjà plus développé du point de vue industriel que le bassin sidérurgique qui était encore. Et puis ensuite, il y a le problème, les chiffres sont en partie faussés par le fait que la partie occidentale de la Moselle va être rattachée va constituer le département de la Marne. Avec les Mosellans, on ne peut jamais être sur les chiffres. Non, mais c'est intéressant de creuser pour la Moselle, parce que c'est quand même spectaculaire. Alors qu'il y a une légende en France sur le communard creusois monté à Paris avec sa truelle ensuite qui se reconvertit éventuellement pour faire des marchands de vin, alors qu'il n'y a pas de mémoire, comment dire, mosellane, parce qu'ils sont confondus aussi avec les Alsaciens, voire avec les Allemands, puisque on sait que dans les migrants de langue allemande à Paris avant 70, il y a aussi, mais c'est une autre histoire, des Allemands, pas mal d'Allemands. Ouais.